Bonjour à tous, voici la quotidienne du 6 octobre. Il pleut, mais gardons le moral. Au sommaire du jour, retour sur le conseil communal de Nyon avec le plan d'affectation en Champ-Colin. Le vote a finalement été accepté malgré 2 amendements par 60 oui, 7 non et 9 abstentions. Ensuite, en sport, Joël Brunner s'intéresse au handball club Nyon qui s'est incliné 18-25 ce dimanche au Caussy face à Viège. Retour en images. Ensuite, en culture, direction le château de Nyon qui nous présente Crime en eau trouble, une murder party géante. On s'amuse et c'est en plateau. Réserver les 230 000 m² de la zone de Champ-Colin au développement des petites industries et de l'artisanat, tel était le préavis proposé par la municipalité nyonnaise débattu lundi soir lors du conseil communal de la ville. Des amendements ont finalement remis en cause le projet de l'exécutif nyonnais. Les explications en compagnie du municipal en charge de l'urbanisme, Maurice Gué, mais aussi Florence Darbre-Gubin, présidente de la commission en charge du dossier. Quel était ce préavis municipal de base ? Alors on avait mis une zone réservée de 5 ans sur cette zone pour déposer un règlement afin d'encourager les activités primaires, secondaires, donc l'artisanat et l'industrie sur ce secteur et ne pas laisser des activités tertiaires s'imposer dans ce secteur. C'est une des dernières zones finalement sur laquelle la municipalité peut imposer des activités justement industrielles et artisanales. Oui, c'était vraiment l'objectif, c'était de sauvegarder cette zone pour les artisans à des prix raisonnables pour leurs activités. Un amendement a été déposé. Expliquez-nous quel était cet amendement. Alors cet amendement voulait donner la possibilité sur ce grande zone, surface d'environ 230 000 m², d'avoir la possibilité, je dis bien la possibilité, d'avoir soit des restaurants ou des cafés, ainsi que des lieux d'accueil pour les enfants. Et ceci pour les futurs travailleurs et travailleuses de cette zone. Il nous pose un problème, c'est qu'en fait on rouvre la possibilité du tertiaire dans la zone. On avait défini que les activités dans le quartier de Champ-Colin, c'est uniquement de l'artisanat, c'est-à-dire que c'est de la production, de la transformation, et une activité commerciale en lien avec cette création, en fait, cette production des artisans. Or les restaurants ne sont pas du tout dans cette classe-là, ce qui veut dire qu'on rentre de nouveau avec du tertiaire et du commerce. Donc ça nous pose un problème. Donc on va devoir modifier en fait ce règlement pour autoriser ces restaurants. Mais pour ça, on a cette enquête complémentaire qui nous demande de repasser par le canton. Ouvrir au restaurant, voire à la garde d'enfants, c'est permettre à des tiers de profiter de loyers bas finalement. Non, pas forcément. Enfin, c'est peut-être une question qui est encore à discuter. Ça dépend qui donnera la possibilité de louer ou d'acheter finalement, puisque ce sont des terrains privés. Je pense qu'il faut le faire, enfin on peut espérer que ces gens le fassent dans cet esprit toujours d'artisanat et d'industrie. Donc pourquoi pas, peut-être des généreux propriétaires n'augmenteront pas les tarifs pour les travailleurs et travailleuses de cette zone. Le syndic parle de 2 ans de retard suite à cet amendement. 2 ans, est-ce que c'est vraiment insurmontable pour un projet tel que celui développé à Champ-Colin ? Non, j'aime bien l'optimisme du syndic, mais en fait, une enquête complémentaire demande un examen préalable au canton, c'est-à-dire en fait qu'on refait une demande au canton par rapport à tous les services sur l'environnement, sur la mobilité, les routes, l'économie, etc. Donc tous les services de l'État vont se repencher sur le dossier en fonction des nouvelles demandes de la ville. Et puis il y a un deuxième amendement qui concerne la végétalisation et les voies de mobilité douce. Et ça, évidemment, que ça pose aussi un problème parce qu'on avait pris un accord avec le canton sur des cheminements et des principes, en fait, et qu'on pouvait mettre en œuvre en fonction des demandes de permis de construire qui viendront dans les années, alors que là, on va devoir définir des cheminements en amont avec des servitudes, mais bien évidemment que les servitudes dans ce quartier-là seront difficiles à obtenir. Une zone industrielle artisanale, souvent on les voit, il n'y a pas de végétation, elle est déjà à la regarder comme elle est aujourd'hui. Et puis ce serait vraiment de faire un lieu aussi agréable, toujours, pour les travailleurs et travailleuses. Et puis avec tous ces soucis de changement de climat, de penser à la perméabilité des sols, enfin de mettre un peu de verdure, enfin, voilà. Pour la population nyonnaise, finalement, qu'est-ce qu'il faudra retenir de ce préavis Champ-Colin ?
Alors une zone artisanale pour les artisans de la région, pour l'économie de Nyon, parce qu'on souhaite quand même garder des artisans à Nyon. Je crois que c'est important pour une ville de 22 000 habitants d'avoir une zone artisanale et des artisans qui sont dans la ville et qui ne viennent pas seulement de l'extérieur pour travailler, pour apporter une plus-value pour les habitants de Nyon. Les handballeurs nyonnais jouaient ce week-end au Cossy face à une solide équipe de Viège. Moins agressifs dans les duels et maladroits à la finition, les hommes de Yoann Ploquin ont fini par céder et s'incliner 18-25. Le reportage en images. Le public nyonnais est venu en nombre aujourd'hui pour voir son équipe de handball disputer un match contre Viège. Un match qui n'a pas été une réussite pour les Nyonnais aujourd'hui. Comment on explique cette défaite 25-18, Maxime? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment marché aujourd'hui. On n'a pas été suffisamment solidaires, contrairement à la semaine dernière contre Yverdon. Voilà, on a décidé d'avoir un système de jeu en défense, une 3-2-1 relativement risqué, on le sait. Finalement, on ne prend pas tant de buts que ça à 25. Et puis en attaque, il y a eu quand même pas mal de ratés, notamment au shoot. En première mi-temps, on trouve des solutions, mais on rate des shoots et donc on est derrière et on court un petit peu derrière tout le match. Et finalement, je crois qu'à la 50e, on est à -1 ou -2. Et puis finalement, le trou se fait un petit peu dans les dernières minutes. Qu'est-ce qui n'a pas été aujourd'hui? On a vu les joueurs rater beaucoup d'occasions franches, beaucoup de pénaltys. C'est ça qui a fait la différence peut-être aujourd'hui? Non, je pense que, à mon avis, ils sont venus vraiment pour nous marcher dessus. Et on l'a pris en pleine tronche. Donc voilà, il a fallu qu'on se réveille. Et quand on a commencé à se réveiller, il était trop tard. Eux avaient tout simplement pris confiance. Et je me doutais que jusqu'à la fin du match, de toute façon, ils n'allaient pas lever le pied. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Nous, en plus de ça, on pète un peu les plombs. Voilà, je stigmatise personne. Mais voilà, c'est sur l'ensemble que je suis assez mécontent. On a vu une vraie opposition de style aujourd'hui, si je peux dire, entre une équipe de Viège qui faisait beaucoup de fautes, qui prenait beaucoup de pénalités, mais qui n'encaissait pas plus que ça, et l'équipe de Nyon qui restait quand même très calme pendant tout le match, avant de justement prendre des pénalités un peu bêtes. Ouais, mais sur une défense comme ça haute, si on n'est pas agressif, on va se faire constamment détruire le premier rideau. Et voilà, ça donne ce que ça a donné avec 2 pivots qui nous ont posé problème. On a mis du temps, mais on a réussi à le résoudre. Et voilà, en face, ça fait des arrêts. Nous aussi, on fait ce qu'il faut, je pense. Mais eux en font beaucoup plus. On a eu du mal à monter les ballons. On est beaucoup resté en défense. On l'a vu, la semaine dernière, j'ai quasiment pas fait de changement. Et c'est plutôt passé physiquement. Là, au bout de 20 minutes, j'ai déjà 2 changements. Donc je pense que, ouais, effectivement, on est resté trop longtemps en défense et on a lâché les balles après en attaque. On n'a fait que défendre en fait. L'effectif, il a changé depuis l'année dernière. Il y a des nouveaux visages, il y a un nouvel entraîneur. Quelles sont les différences d'un point de vue du jeu? Est-ce que l'équipe est meilleure que l'année dernière? Meilleur, je sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est différent, on l'a vu sur la feuille de match ce soir, c'est d'être 13, 14 à l'entraînement, des fois 15, 16. Je pense que les années précédentes, c'était pas forcément ce qu'on connaissait à Nyon, en sachant que Léo Porret jouait avec Chenin aujourd'hui, donc normalement il est dans l'effectif aussi. Alex Ramel était suspendu pour 2 matchs, donc ça veut dire qu'on avait l'effectif. On a la profondeur de banc pour jouer cette 3-2-1, pour être agressif en défense. Et je pense qu'aussi, voilà, on l'a vu ce soir, on a 4 gauchers qui peuvent aussi faire la différence, mettre des buts. Donc qualitativement, on va dire oui, pour moi l'effectif est meilleur que l'année dernière et que les années précédentes. Maintenant, il faut aussi qu'on comprenne les nouveaux systèmes de jeu que veut mettre en place Yoann, que ce soit défensivement, offensivement. Et je pense que ça peut que aller mieux, donc c'est du positif. Le Handball Club de Nyon, en tout cas, a perdu contre une équipe qui l'aurait pu battre aujourd'hui. Et il faudra faire mieux la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maxime. Crime en eau trouble au château de Nyon. Entre les murs, il flottera comme un parfum de crime ou vapeur anisée. L'association À la Loupe propose 2 soirées-jeux d'enquête le 14 novembre, mais aussi le 20 février, qu'on vous présente aujourd'hui en compagnie de nos invités. Sophie Pache, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la secrétaire générale et co-auteur des scénarios de l'association À la Loupe. Avec nous également Léonore Lovy, responsable logistique de l'association. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors voilà, on parle de Murder Party. On va déjà expliquer ce que c'est pour les gens. Sophie, expliquez-nous.
qu'est-ce que c'est une murder party? Alors la murder party, c'est comme un Cluedo géant en fait, où chaque protagoniste va incarner un personnage et puis va avoir un morceau de l'intrigue. Donc il va falloir dialoguer ensemble pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, quel a été le crime, qui est le meurtrier, quelle a été l'arme du crime et puis le mobile. Donc c'est vraiment un jeu qui est basé sur les interactions sociales pour comprendre une problématique liée à un crime. On va comprendre comment vous organisez tout ça en termes de logistique. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Quels sont les gros enjeux que vous devez mettre en avant pour préparer toutes ces aventures finalement? Alors la toute première étape, c'est la création du scénario. Imaginez une histoire, une intrigue, et à partir de ça, y développer des personnages. Là, par exemple, ce scénario Crime en eau trouble, il est destiné à une 50aine de joueurs. Donc, d'un point de vue logistique, il faut aussi s'assurer que tout est cohérent et les personnes, une fois qu'elles sont inscrites, reçoivent ensuite un rôle. En fait, on attribue à chaque participant un rôle et environ 2 semaines avant la soirée, les participants apprennent qui ils sont et ils vont avoir quelques informations sur le parcours de leur personnage afin de les aider à jouer durant la soirée. Une série d'indices est aussi donnée durant la soirée. Là, un journal qui sera donné lors de la soirée. C'est ça, hein, le jeu se construit au fur et à mesure de la soirée, c'est vraiment ça? Tout à fait. Alors, il y a le scénario, il est établi quand même en avance. On sait qui, de notre côté, qui sera le mort, qui est le meurtrier. Et on pense à quelques pistes et fausses pistes qui se développeront durant la soirée, mais il n'y a jamais 2 soirées identiques, parce que selon le caractère de la personne qui endosse un rôle, eh bien, ça peut se passer très différemment. Il n'y a pas de juste et de faux, de toute façon. C'est une surprise pour nous. Alors nous, on a des garde-fous. À certains moments, on sait qu'il faut peut-être qu'on relance certains indices pour faire avancer l'intrigue ou qu'on en retienne d'autres pour pouvoir maîtriser le timing. Mais ça va être très dépendant des gens qui participent et puis de l'implication qu'ils mettent et puis de leur perspicacité. Ouais, c'est vous justement qui êtes à l'origine de ce sujet Crime en eau trouble. Voilà, j'allais oublier le sujet parce que j'allais y venir. Mes yeux dévient sur l'absinthe, c'est ça, c'est elle qui est mise à l'honneur. Oui, exactement. Alors en fait, c'était dans une collaboration avec la Maison de l'Absinthe. On nous a proposé d'écrire un scénario pour mettre en valeur la fée verte qui a été inventée dans le Val de Travers. Et puis on est 4 co-auteurs à avoir écrit ce scénario qui est plongé dans les années 20. Donc c'est retour en arrière au moment de la prohibition de l'absinthe où il y a des tensions parce que en Suisse, la prohibition est en vigueur et puis comme le Val de Travers vivait exclusivement, enfin en grande partie en tout cas de la culture et production de l'absinthe, eh ben, il y a toute une série d'agriculteurs qui en douce vont rentrer dans la clandestinité et puis produire de l'absinthe quand même. Contester ou apprivoiser ou même adorer. Agnon, elle a un lien justement cette absinthe. Exact, effectivement, il y a le crime de Comigny qu'on cite souvent. C'est une commune du district de Nyon dans lequel il y a un crime comme ça qui a été produit par un vigneron, un jeune vigneron, qui, au début des années 1900, va tuer femmes et enfants après avoir consommé de l'alcool. Et puis, les ligues anti-alcool vont mettre ce crime sur le dos de l'absinthe. Ça va initier des démarches de pétition auprès de la population qui vont être sensibilisées sur ce drame qu'est l'absinthe. Alors, l'histoire dira que ce n'était pas seulement lié à l'absinthe et que c'était vraiment une consommation excessive d'alcool. Mais effectivement, ce meurtrier qui s'appelait Jean Lanfray, je crois, va être incarcéré au Château Nyon dans une des cellules. Et le 14 novembre, on pourra en boire avec modération. Voilà, on vous offrira en guise d'apéritif une petite absinthe. Ouais. Pour revenir aux choses sérieuses, Léonore, quel est l'objectif finalement d'insérer ce genre d'événements d'animation dans des musées ? Alors, ça nous permet de mettre en valeur le patrimoine culturel de manière ludique, d'attirer de cette manière-là un public différent de celui qui est habitué des musées. Et ça leur donne comme ça envie peut-être de revenir aussi au musée pour y voir d'autres choses. Le but de l'association, c'est vraiment la valorisation du patrimoine culturel au sens très large. Ça peut être le patrimoine historique, mais littéraire, culturel, scientifique ou culinaire. Si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'on a vraiment cette volonté de rentrer dans l'immersif. Ça veut dire que les gens qui participent à nos soirées, ils oublient qu'ils sont en 2020, mais ils ont vraiment l'impression de plonger en 1920. Et puis, à travers cette immersion, dont on fait appel au sens, à l'imaginaire des gens, on va pouvoir passer des messages tout à fait sérieux, pour le coup, sur qu'est-ce qu'était l'histoire de l'absinthe à cette époque. Tout est dit, mais l'intrigue reste à découvrir. Crime en eau trouble. Mesdames, merci beaucoup d'avoir été
rester avec nous. Et puis à la maison, n'oubliez pas donc les dates, le 14 novembre et le 20 février au Château de Nyon. N'oubliez pas de vous inscrire très très vite puisque les inscriptions terminent le 23 octobre. 23 octobre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est tout pour cette quotidienne du 6 octobre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.